Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on rencontre le préfet de la MRC du Rocher-Percé, Mme Diane Leboutillier. Ça fait qu'il faut travailler aussi quand on regarde au niveau des gens qui travaillent au niveau des médias. Puis je pense que vous connaissez bien là, la problématique. Faut préserver ces expertises-là qu'on a chez nous. Ça fait que c'est pour ça aussi que le dossier se poursuit. On a des gens chez nous qui ont été formés puis on se doit de garder nos expertises dans nos milieux. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Cauvier. Donc ensuite, je poursuis avec le sommeur d'étoiles qui est en Lituanie. Et vous voyez ce qui est assez impressionnant. Donc la sculpture en haut, en temps normal, et la nuit, c'est un jeune homme qui a fait des graffitis, qui a fait des étoiles. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Alors, cette semaine, on débute l'émission avec une rencontre avec le préfet de la MRC du Rocher-Percé, Mme Diane Leboutillier. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici pour notre rencontre mensuelle avec le préfet de la MRC du Rocher-Percé, Mme Diane Leboutillier. Tout d'abord, bonsoir Diane. Salut, ça va bien? Ça va très, très bien, surtout qu'il y a eu des nouvelles tout à fait extraordinaires pour la MRC, pour ne pas dire des nouvelles historiques pour le développement économique de notre région. Oui, on a eu l'annonce, depuis la dernière fois, on s'est vu l'annonce de la cimenterie, l'annonce officielle là, de Ciment Mécanis. Puis je dois vous dire que lorsque j'ai fait l'entrevue, j'étais au courant de l'annonce. Incroyable. Vous l'avouez à l'écran en plus. Ah, je l'avoue. Ça devait être difficile de garder le silence là-dessus, une pareille nouvelle. Ah, j'ai failli m'étouffer là, avec ma langue à plusieurs reprises. Ça devait être vraiment quelque chose de spécial à garder en secret, surtout un projet aussi important. On parle d'une vingtaine d'années de cheminement. Hein. Oh oui, plus de 20 ans là, de cheminement. Puis nous, ça faisait là, au-dessus de 18 mois qu'on travaillait avec l'entreprise, avec les comités de suivi. Puis j'amène d'informations à chacune des rencontres. Mais là, vraiment, là, de recevoir l'appel chez nous le lundi soir là, qui officialisait là, pour me dire, Diane, vendredi prochain, Madame Marois descend à Port-Daniel pour faire l'annonce de la cimenterie. Là, on lance officiellement. Ouf, je n'ai pas dormi de la nuit. Et puis, lors de votre intervention directement à Port-Daniel, vous avez fait référence à la Bolduc. Et puis, c'est une cote sonore qui a été reprise dans plusieurs médias. Il faut dire que, je dois le dire et je vous le dis, c'était très bien choisi comme extrait musical, disons. Bien, merci beaucoup. Ça fait souvent partie de mes cogitations nocturnes. Souvent, je me lève la nuit, puis ça fait que le discours de préparation, je le faisais dans ma tête. Puis, à un moment donné, je me disais, il faut utiliser aussi nos... ça va venir. Ne nous découragez-vous pas. Puis on a fini par l'avoir et il fallait garder le cap. Hein? Je me suis tenue une petite gêne parce que j'ai failli chanter, mais là, oui? Vous voir au National le soir en train de chanter de la Bolduc, ça aurait été un peu spécial quand même. Ça a été particulier. Au point de vue de la nouvelle, si on parle au niveau du secteur de la MRC du Rocher-Percé, tant au niveau des différentes municipalités, au niveau du CLD, de la Chambre de commerce, l'ensemble des institutions, ça a été quand même accueilli comme quelque chose d'extrêmement positif. Mais au niveau, disons, plus provincial, il y a eu quand même quelques petites réflexions qui ont été faites en ce qui concerne les autres cimentiers. Et ils voyaient un peu comme cette annonce-là du gouvernement comme un privilège qui ne serait pas de circonstance dû au fait que, selon leur affirmation, il y aurait un déficit au niveau des besoins et de l'opération des cimenteries actuelles. Juste une petite parenthèse sur cette position-là. Mais moi, je vous dirais que... C'est facile de faire un peu de jalousie lorsqu'une annonce de même est faite pour un secteur comme la MRC du Rocher-Percé. Effectivement. Puis je vous dirais là, que c'est... pour ma part, là, c'est totalement faux. Quand on regarde, puis on entendait parler cette semaine aux nouvelles... le chef de la coalition Avenir Québec, M. François Legault, qui disait, écoutez, 450 millions pour 400 emplois. Moi, c'est important de donner leur juste. Quand on parle là, des argents, c'est des budgets, c'est pas des subventions qui sont données, ce sont des prêts. C'est des prêts qui sont remboursables avec des taux d'intérêt préférentiels. On parle d'au-dessus pour le Québec,
on parle de plus de 2000 emplois. Ça fait que quand on regarde les retombées économiques que ça amène, autant au niveau provincial qu'au niveau fédéral, sur les 20 prochaines années, là, on parle là, de plusieurs dizaines et même plusieurs centaines de millions de retombées économiques qui retournent dans les coffres du gouvernement parce qu'on sait que les travailleurs ont payé de l'impôt. Hein? Tout à fait. Fait que c'est pas des salaires là, qui sont... Il y a plusieurs chiffres qui ressortent au niveau des emplois. Quand on parle d'au-delà de 2000 emplois, ça, c'est dans la phase construction, il faut bien se comprendre. Quand on parle de 2000 emplois, on en parle pendant la phase construction, puis on parle de 2000 emplois sur l'ensemble du Québec. Ce qui nous a été dit, puis toujours confirmé par Simon Méganis, oui. dans la période de pic à Port-Daniel, dans la municipalité de Port-Daniel-Gascon, on parle là, de 700 emplois, là, de gens qui vont travailler sur le site pour la construction, en phase de construction. Puis on est en construction au cours des 2 prochaines années. La construction va débuter au printemps. Après ça, il y a des emplois qui se font sur l'ensemble du Québec parce qu'il y a des matériaux qui sont utilisés, qui sont fabriqués ailleurs au Québec aussi, là. Fait que, tu sais, il y a de l'aluminium qui va être utilisé. Tout est calculé là-dedans, le transport. Exactement, là. Ça fait que c'est pour ça qu'on parle là, d'au-dessus de 2200 ou 2300 emplois là, oui. de retombées là, sur l'ensemble du Mais Québec. après la construction en tant que telle, on parle de combien d'emplois? Moi, j'ai entendu à travers les branches une centaine d'emplois. Exactement. Bon, on parle de 100 emplois directs dans la phase d'opération, après la construction. Après la construction. Exactement. Parce qu'étant donné que ça utilise des technologies qui sont à la fine pointe, apparemment que ça prend moins d'employés que ce qu'on pouvait avoir dans le passé pour le même genre d'industrie. C'est bien ça? Oui, mais en même temps, c'est qu'on a besoin d'employés. On parle d'au-dessus de 100 emplois. Puis on a besoin d'employés qui vont travailler dans la carrière. Fait que des gens, là, des camions, des tracteurs, de la machinerie lourde, des gens qui vont opérer de la machinerie lourde, puis des gens aussi qui vont travailler à l'intérieur de la cimenterie. À l'intérieur de la cimenterie, on parle d'emplois, il y a un minimum qui est demandé, c'est un secondaire 5. Bon. Même pour l'entretien ménager, ça a été confirmé par l'entreprise. Il y a eu d'ailleurs une rencontre qui s'est tenue le 31 janvier dernier avec les partenaires du milieu au niveau de la formation. Ça fait qu'on avait le groupe Collégia, Commission scolaire René Lévesque, on avait le Centre local d'emploi, le Carrefour Jeunesse Emploi, on avait la SADC aussi qui était présent, justement pour faire un premier contact. Oui, pour se préparer à outiller les gens d'ici. À outiller les gens d'ici, parce qu'on a avoir le tout le privilège temps de travailler là. Exactement. Fait que ce qu'on veut, c'est que les gens se préparent pour pouvoir travailler dans le milieu. Idéalement, travailler à la cimenterie. Mais on parle de 100 emplois directs, mais on parle d'au-dessus de 300 emplois indirects. Donc, les gens qui vont suivre la formation, il y a des possibilités d'emploi aussi chez les entrepreneurs, puis tout ce qui va graviter autour de la cimenterie. Oui, parce qu'il y a certaines entreprises qui ont comme projet de ne pas s'associer, mais à être tout près de la cimenterie. On parlait à un certain moment donné d'un peu d'aquaculture. Est-ce que je me trompe? Bien, c'est ça. Dans le projet qui avait été présenté. C'est ça, il y a des projets de phase 2 au niveau de la cimenterie. Ça Oui. fait qu'en recherche et développement, au niveau des algues, mais je vous dirais que c'est ça. Mais quand on regarde la cimenterie comme telle, eux, il y a des contrats qui vont se donner à des entreprises locales. Puis il y a déjà des contacts qui se font avec diverses entreprises. Eux vont être générateurs d'emplois eux-mêmes. Oui, et que ce soit de notre MRC ou des MRC voisines. Quand on parle en soudure, ils vont faire affaire avec des entrepreneurs locaux en soudure. Ça fait qu'on a besoin de gens de jeunes qui vont se former pour aller travailler dans ces métiers-là. Ça fait que, puis ce qu'on nous disait lors de la rencontre, c'est que la plupart des postes vont être pourvus au cours de l'année 2015. Ça fait que ça donne la chance aux gens de se préparer puis d'aller
chercher des programmes de formation. Quand on parle de formation aujourd'hui avec les différents partenaires, la formation est adaptée aux besoins des entreprises. Souvent, on a des gens, des fois, qui ont une mauvaise expérience de l'école, puis qui disent « moi, ça ne me tente pas trop d'y retourner ». Mais la formation est adaptée. Ça fait que s'il y a des cours qu'on n'a pas besoin, on ne suivra pas des cours d'histoire si on a besoin d'avoir un DEP en soudure. D'accord. Et puis ça va être préparé et encadré par le CLD, j'imagine? Ça va être CLD, le Centre local d'emploi, le CLE. Donc, eux ont eu des rencontres avec les représentants de la cimenterie Oui. Il y a eu une première parvenir rencontre. à bien cibler la formation pour les besoins de l'entreprise. Exactement. Ça fait que c'est vraiment, là, on regarde au niveau des besoins d'entreprise, puis les gens doivent se préparer. Ça fait que, moi, je le dis, puis ça peut être aussi des gens qui veulent faire des changements de carrière aussi, là, puis qui disent, bien, quand sais-tu, moi, ça fait tant d'années que je travaille, j'ai tel type d'emploi, je voudrais améliorer mes conditions de vie, puis ça fait qu'ils peuvent, là, aller rencontrer, au moins au niveau du centre local d'emploi, pour aller voir les possibilités puis les formations qui peuvent se donner là, pour pouvoir travailler, là, si ce n'est pas à la cimenterie, mais ça va être autour, puis améliorer là, les conditions de vie. Donc, les gens qui nous écoutent à la maison et qui voudraient avoir un peu plus d'informations, parce qu'on doit le dire, ça donne quasiment le goût d'aller s'informer. Il faut s'informer. À quel endroit on peut avoir cette information-là? Ils peuvent avoir, là, moi, l'information que je vous donne, là, elle a été donnée au Carrefour Jeunesse Emploi, au Centre local d'emploi, au groupe Collégia, commission scolaire, au niveau d'éducation des adultes. Ça fait que les gens, là, les portes sont là. On va vous donner là, toute l'information possible pour vous offrir les opportunités. C'est aux gens maintenant d'aller... De se l'approprier. Oui, de se l'approprier puis de faire cet effort-là. Donc, une annonce historique pour la MRC du Rocher-Percé, il faut le dire, on en avait besoin. Hein? Oui, puis c'est un projet, écoutez, puis Simon Méganis l'a toujours dit, parce qu'il y a encore des gens qui sont sceptiques, mais à l'effet que, ouais, c'est-tu vraiment vrai? Mais écoutez, là, c'est pas vrai que Michael Sébia de la Caisse de dépôt se serait déplacé pour faire là, une petite virée en Gaspésie en plein milieu de l'hiver. On avait aussi le président de la Banque nationale, la première ministre, M. Laurent Baudouin qui était sur place. Ça fait que ce sont des gens d'affaires qui s'en viennent développer une entreprise, qui travaillent en collaboration avec le milieu. Le comité de suivi est là pour demeurer et il va perdurer dans le temps. Puis nous, là, on va travailler en concertation avec tous ces gens-là pour vraiment maximiser les retombées là, dans le milieu. Puis ce qu'il va falloir aussi au niveau de tous les élus autour de la table, que ce soit au Conseil des maires, avec les municipalités, maintenant, ça va être de gérer de façon adéquate la croissance qui va se faire dans le milieu. Projet qui va se réaliser indépendamment du gouvernement en place? Exactement. Bon, mais ça, c'est important de le dire. Hein? Les gens peuvent se poser certaines questions. Mais écoutez, c'est un projet qui avait commencé sous l'ancien gouvernement, qui se poursuit avec le gouvernement en place. Puis ce sont des gens d'affaires. C'est un projet d'affaires. C'est pas avec des gens sérieux. Oui. Puis moi, que ce soit Laurent Baudouin de Bombardier qui soit assis à la table démontre vraiment le sérieux du projet. Alors, une excellente nouvelle. On va suivre ça de près, naturellement. Oui. L'assurance emploi, dossier toujours d'actualité. Toujours d'actualité. La table de la Gaspésie, il y a des rencontres là, qui se continuent. Les rencontres se poursuivent là, à toutes les 2 semaines au niveau de l'assurance emploi, ce qui est quand même particulier avec le budget la semaine passée qui est sorti au niveau du fédéral, qui prévoit là, d'arriver à l'équilibre budgétaire. Ce que je trouve dommage qu'on ne dise pas aux gens, c'est qu'il fait partie de l'équilibre budgétaire. C'est près de 5 milliards que le gouvernement va chercher en surplus dans la caisse de l'assurance emploi par année, là. Et ça, là, c'est de l'argent qui est payé par les employeurs et par les employés. Le gouvernement ne met pas un sou là-dedans. Fait que moi, je crois que si le gouvernement va chercher pratiquement 5 milliards en surplus, c'est comme une espèce d'impôt ou de taxe cachée, cet argent-là devrait être retourné et aux employeurs et aux employés.
il ne faut pas se le cacher, c'est le gouvernement conservateur qui est en place encore pour du moins 1 an. Oui, jusqu'en 2015. 2015, on va être en période électorale, mais est-ce qu'on peut dire que pour ce qui est du moment présent, il va être très difficile de faire bouger le gouvernement conservateur sur la réforme qui a été mise en place, malgré l'ensemble des conséquences que ça peut avoir eu sur l'Est du Canada? Oui, très difficile, mais je vous dirais qu'on ne lâche pas, le morceau, on garde le cap, parce qu'il y a des... puis ça, on l'a dit depuis le début, hein? Oui, il devait y avoir une réforme au niveau de l'assurance-emploi. C'était complètement illogique là, de dire on privilégie du fait que les gens travaillent 14 semaines par année, quand on savait qu'il y avait des possibilités d'emploi puis des postes à combler dans nos entreprises, chez nous. Là, on ne parle pas de l'extérieur, même si le gouvernement voudrait bien là, que nos populations migrent vers l'ouest pour aller travailler au niveau du pétrole. J'aime mieux les garder vers l'est. On va travailler dans le ciment. On a le secteur des pêches aussi, qui sont des secteurs importants chez nous. Puis faire rouler l'économie de notre région. Exactement. Mais on sait aussi qu'il y a des corps de métier, et particuliers aussi qu'il faut protéger, parce qu'il y a aussi des gens qui sont formés, qui ont des formations, puis on ne peut pas, là, quand on regarde, il y a des jeunes qui sont allés à l'université, on regarde au niveau de l'enseignement, il y en a des gens qui sont à temps partiel, puis qui vivent là, de prestations d'assurance-emploi, puis c'est beaucoup plus difficile là, de les recadrer là, dans le milieu. Ça fait qu'il faut travailler aussi quand on regarde au niveau des gens qui travaillent au niveau des médias. Puis je pense que vous connaissez bien là, la problématique. Faut préserver ces expertises-là qu'on a chez nous. Ça fait que c'est pour ça aussi que le dossier se poursuit. On a des gens chez nous qui ont été formés puis on se doit de garder nos expertises dans nos milieux. Quelles sont les actions à court terme qui sont prévues, là? Nous, il y a des rencontres, je sais qu'il y a des rencontres qui vont avoir lieu à Ottawa au mois de mars au niveau des différents syndicats. Parce qu'au niveau de la table de concertation, il y a différents partenaires là, qui sont assis autour de la table. Puis, ça fait que les syndicats vont aller faire des revendications du côté d'Ottawa. Au niveau de la table de la Gaspésie, nous, on regarde plus vers une intervention qui pourrait se faire du côté du Nouveau-Brunswick. Parce que l'année passée, là... Et ce sont les conservateurs qui sont au pouvoir au Nouveau-Brunswick. Exactement. Donc, on se rapprocherait d'être un petit peu plus près. Puis, en même temps, bien, ça nous permettrait de faire aussi toutes les pressions par rapport à tout ce qui touche au chemin de fer. Parce que le Nouveau-Brunswick, là... Vivent un peu la même situation que nous. Exactement. Et puis, lorsqu'on s'approche d'un électoral, ça devient très important de bien se mobiliser parce que ça va être le temps. Là. Oui, oui. Ça ne sera pas facile de se faire élire au Nouveau-Brunswick avec ce qui a été fait des dernières années. Bien, c'est ça. Puis de ne pas avoir tenu compte non plus dans les maritimes, justement, là, que les maritimes vivent là, comme la Gaspésie. On vit beaucoup de travail saisonnier, que ce soit au niveau du tourisme, au niveau du secteur des pêches. On veut maximiser, on veut que ces activités-là s'étendent sur des plus longues périodes en cours d'année. Ici, ça se fait très bien dans le secteur des pêches. On sait que les gens travaillent là, pratiquement à l'année là, dans le secteur des pêches. On voudrait faire la même chose au niveau du tourisme, on voudrait au niveau de la forêt, mais il y a des particularités qui ne peuvent changer là, au niveau de l'agriculture. Donc, les démarches se poursuivent. On a fait une petite parenthèse il y a quelques secondes sur le train. Est-ce qu'on peut donner un peu d'informations sur comment ça va? Il y a eu un bilan de l'ensemble des infrastructures qui a été déposé dernièrement? Oui, il y a un bilan là, je vous dirais que la Société des chemins de fer, moi je ne fais pas partie du conseil d'administration, serait beaucoup plus là, apte à vous donner là, vraiment là, au niveau des derniers développements. Ça chemine toujours? Le dossier chemine toujours. Les inquiétudes, puis moi je vous dirais que les inquiétudes sont réelles, c'est vraiment le fait que le gouvernement via rail ait abandonné le tronçon au Nouveau-Brunswick, ce qui met en danger la partie Rivière-du-Loup à Matapédia. La Fédération québécoise des municipalités, avec M. Éric Forêt, le maire de Rimouski, se sont positionnés pour dire, bien écoutez, là, nous, chez nous, c'est important.
le train passe par Rimouski. Hein. Ben oui. Puis, parce que si on abandonne ce tronçon-là, moi, je ne suis pas certaine que les municipalités vont vouloir faire ce que nous, on a fait dans notre région, s'embarquer là, avec Gaspé. Entretenir des pareilles infrastructures. C'est ça, des infrastructures majeures avec. C'est très lourd. On demande aux municipalités de prendre ça en charge. Puis, d'autant plus qu'on sait que Simon-Méganis va avoir besoin aussi du transport ferroviaire. Ça fait qu'on comprend mal là, pourquoi que le gouvernement fédéral ne pourrait pas réinvestir à ce niveau-là. D'autant plus que le provincial semble ouvert à cet investissement-là, mais en partenariat. Oui, mais là, c'est parce qu'il y a comme un double discours qui se tient. Le gouvernement fédéral dit, écoutez, nous, on a donné l'argent au provincial, puis le provincial a utilisé l'argent à d'autres fins. Ça fait que là c'est un petit peu... qui dit vrai, là? Ça fait que... moi, là, c'est vraiment les réponses que je m'attends à recevoir. Puis, il y a des demandes là, qui vont se faire dans ce sens-là à la Société des chemins de fer. Toujours un cheval de bataille important. C'est un dossier chaud et le transport, c'est un dossier chaud. Je ne peux ne pas souligner dans les dernières semaines ce qu'on a entendu de l'actualité en ce qui concerne peut-être un possible abandon, même au niveau de l'autobus voyageur, là, anciennement Orléans Express. Vous me disiez en préparation d'entrevue, là, je ne sais plus quel nom ça porte. Coalice, oui. C'est ça qui a été oui. Qui a été ça racheté. fait peur un peu, ça aussi. S'il fallait que l'autobus disparaisse en plus qu'on n'a pas le service du train, là, ça commencerait à... Parce que là, ils sont vraiment... Coalice est vraiment en train là, de... Remettre en question. Ils remettent en question parce qu'ils disaient, bon, il y a des autobus qui se promènent, il n'y a pas de... Pour eux, le statu quo serait impossible, là, si je me fie au communiqué que j'ai reçu ce matin. Là. Pas beaucoup de passagers dans les autobus. Ce qu'ils disent, c'est que c'est déficitaire. Ils parlent au-dessus de 5 millions là, de déficit. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des ententes entre anciennement Orléans Express, c'est ça, d'exclusivité sur le tronçon Québec-Montréal, qui est un tronçon qui est très payant. Très, très payant. Il va falloir voir à ce que le partage des richesses soit fait de façon adéquate suite à ce privilège qui est octroyé. Là. Exactement. Donc, le gouvernement aussi est interpellé à ce niveau-là. Puis, avec la Régie du transport aussi, je fais partie du conseil d'administration de la Régie du transport. Puis, on en parlait justement, on a eu des rencontres la semaine dernière, puis voir pour avoir l'heure juste, puis quel est le meilleur service possible à offrir là, à notre population. On sait que du côté sud de la Gaspésie, Coalice, anciennement Orléans Express, il y a 2 trajets par jour, puis du côté nord, en passant par Sainte-Anne-des-Monts, c'est 3 trajets par jour. Bon. Fait que c'est ce qui va être regardé. Et est-ce qu'on pourrait dire que la solution miracle dans ce dossier-là, ça serait de jumeler ça avec le transport collectif sur quelque chose qui est réaliste? Ça? Moi, je pense qu'à l'heure où on se parle, on est très loin de la coupe aux lèvres on s'entend un petit peu là, que si c'est déficitaire pour Coalice, ça serait déficitaire pour la Régie du transport. Ça fait que moi, je pense qu'il y a des éléments qu'il faut pousser la réflexion un petit peu plus loin puis aller chercher plus d'informations. Donc, je crois que c'est un dossier qu'on va continuer à suivre dans nos prochaines rencontres. Oui. Tout autre dossier maintenant, parlons un peu de matières résiduelles. Comment ça va? Bien, je vous dirais qu'au niveau des matières résiduelles, moi, là, ça va très bien. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance, puis si les gens ont vu, il y a un documentaire qui est passé il y a environ 2 semaines. Très intéressant. Hein? Oui. Au lieu de la belle province, c'est la poubelle province. Les gens qui ont des iPads, on peut aller le chercher sur tout TV. C'est très révélateur et c'est marquant même comme documentaire. C'était très bien fait et c'est une prise de conscience incroyable. On se doit d'aller voir ça. Oui, j'invite la population à aller voir, les conseils municipaux à le regarder, puis même les écoles pour faire de la sensibilisation. C'est vraiment... une prise de conscience incroyable. Oui, puis de voir aussi, ça me ramène au fait de tout le travail qu'on a pu faire au niveau de notre MRC et comment on a pu être proactif. Pour ne pas dire visionnaire. Hein? Oui, dans la gestion des matières résiduelles, parce que j'entendais, vous savez que votre émission est très écoutée et très appréciée. Les gens m'en parlent régulièrement quand je vais à l'épicerie, puis ça fait qu'on me tient au courant de ce qui se passe, puis je trouve ça correct. Puis,
C'est vraiment pour dire aux gens, écoutez, oui, cette année, il y a eu une baisse au niveau de la tarification, au niveau des matières résiduelles. On est passé là, de 270 à 250 $ par porte. Puis effectivement, le fait d'avoir ramené chez nous au niveau de tout le travail qui s'est fait au niveau du site de compostage, c'est des matières de moins qui sont enfouies à Gaspé. On sait qu'enfouir au lieu d'enfouissement technique à Gaspé, c'est 125 $ la tonne. Et enfouir et faire du compost, on ne parle pas d'enfouissement, faire du compost dans Rocher-Percé, c'est 85 $ la tonne. Ça fait que... Ça a une conséquence? Ça ne prend pas la tête à Papineau là, pour comprendre que 125 moins 85, on a 40 $ là, de moins cher. Ça fait que sur le nombre de tonnes qu'on récupère, puis de plus, on peut vendre notre compost. Ça fait qu'en plus, on fait de l'argent avec. Fait que, puis on a une superbe de qualité là, de compost. Ça fait que... Quel a été l'exercice financier pour en arriver à une baisse au bout de la ligne? Bien, ça a vraiment, là, ça a été regardé dans son ensemble parce que vous savez qu'au niveau des matières résiduelles, quand l'aventure a débuté dans Rocher-Percé, on partait avec vraiment là, une page blanche. Il n'y avait aucune expertise à ce niveau-là. On a été très chanceux. D'ailleurs, pour les gens qui étaient en poste avant, les élus qui étaient là avant là, que moi je sois en place ou il y a des maires, je pense que les maires qui étaient en poste à ce temps-là, qui demeurent, là, on a le maire de Sainte-Thérèse, M. Lelièvre, qui ont eu le courage d'avancer dans ce dossier-là, malgré là, tous les cris et hurlements. Là, on n'y croyait pas à une certaine époque. C'est ça. Moi, je me rappelle, là, les gens, on a tous chialé sur la poubelle bleue. Après ça, on a chialé un petit peu moins sur la poubelle brune. Puis là, bien, ça fait partie là, de nos... la collecte à 3 voies fait vraiment partie de nos... Bien, est-ce que c'est au niveau du surplus accumulé qu'on a pris les argents et puis qu'on l'a appliqué sur la gestion des matières résiduelles qui a amené une baisse ou au niveau de la gestion générale? On a vraiment, là, ça a vraiment été, là, je vous dirais, ça a été au niveau là, de la gestion générale, puis de dire, bon, bien, écoutez, voici où on en est rendu, avec ce qui ça a été donné, avec où on en est rendu aujourd'hui, puis avec les coûts réels. Ça fait que nous, ce qu'on tend dans l'avenir, c'est vraiment, là, c'est pour ça que je dis que c'est important de regarder le documentaire La poubelle province, c'est vraiment de diminuer encore plus au niveau des coûts, puis d'éviter le gaspillage, puis d'avoir vraiment là, une optique là, au niveau environnemental, puis de vraiment bien gérer, de moins dépenser inutilement, puis de bien gérer là, nos matières résiduelles. Parce qu'on parle d'un budget, au niveau de la régie, c'est pratiquement 7 millions. Là, c'est 3,4 millions dans la MRC du Rocher-Percé. Au niveau de la gestion globale de ce dossier-là, ça a été fait de façon commune par l'ensemble des maires et tout le monde est au courant et c'est toujours dans la transparence. Oui, toujours. Puis on devrait, là, sous peu, il va y avoir un site de la Régie intermunicipale des matières résiduelles où les gens vont avoir notre site Internet où les gens vont pouvoir aller consulter là, toute l'information. C'est de l'information publique, c'est une régie. Donc, on garde le cap, on est sur la bonne voie et puis ça demeure toujours payant de continuer à utiliser, pas dur, gérer nos bien gérer, puis on demande vraiment la collaboration des gens. Là, puis je vous dirais là, qu'on est très bien documenté. Puis dans les mois à venir, dans la MRC du Rocher-Percé, on sait qui composte, qui ne composte pas, qui récupère, qui ne récupère pas. On a les détails de vos poubelles, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Puis on a quand même une spécialiste chez nous, là, la directrice de la régie, Mme Nathalie Drapeau, pour qui là, ce dossier-là, ça lui tient à cœur. Puis on est chanceux de l'avoir, d'avoir autant d'expertise dans notre milieu. Peut-être un petit commentaire de citoyen au niveau du bac brun l'hiver, ça passe moins souvent. Hein? T'as affaire à pas manquer ton coup parce que c'est 3 semaines, 1 mois qu'elle passe. Exactement. J'ai vécu la situation. C'est ça. Faut pas passer droite. Oui, mais je vous dirais que dans les... Puis j'invite les gens aussi, si jamais des fois il y a ça se peut qu'il y ait du retard, ça se peut de ne pas se gêner d'appeler, parce que ça arrive des fois que le camion brise. Ça, les gens, c'est des questions qui nous sont posées. Mais c'est bien expliqué dans le calendrier tout de même. Oui, de lire le calendrier, puis 385-4200 pour avoir je suis l'unique responsable d'avoir passé tout droit, mais
t'as affaire à ne pas passer tout droit que ça passe au mois. C'est ça. Tu l'attends longtemps. Il ne faut oui. pas s'asseoir là avec une chaise de Mais soleil. on Oui. pourra, en 2016, en 2015, on va travailler là, parce qu'on doit renouveler le contrat de la collecte en 2016. Fait qu'en 2015, il va y avoir des discussions au niveau des C'est suffisant de la au moins régie, là, en de période la hivernale? MRC. Comme c'est là, ça fait la job? Actuellement, oui, ça Bon, fait le parfait. ça fait le L'important, travail. c'est ça. Pour Oui. ce qui est du reste, aux gens de bien gérer, on est quand même responsable de mettre nos choses sur le bord du chemin. Hein? Exactement. Il faut quand même prendre notre part de responsabilité. Oui, puis on encourage aussi les jeunes à convaincre leurs parents. Là. Oui. Ça chemine quand même assez bien. Oui, oui. Il y a des choses qui ont disparu au niveau de l'école, mais cette sensibilisation-là demeure. Même au niveau des émissions pour les jeunes, c'est beaucoup axé sur la protection de l'environnement ces dernières années. Maintenant, un projet que je trouve super intéressant, j'en avais entendu un peu parler, un CPE au niveau du C3S, qui va donner un service quand même assez large. On parle de 29 places. Voilà un projet très intéressant pour le C3S de Chandler. Bien, je vous dirais que c'est un projet plus qu'intéressant parce que moi, j'en avais entendu parler pendant la campagne électorale en novembre dernier. Puis, je vous dirais qu'il y a environ peut-être 3 semaines passées, j'ai interpellé le C3S pour leur demander, puis leur dire, écoutez, vous en êtes rendu où avec le projet de garderie, de vos places en garderie? Puis là, on me dit, Diane, le projet est comme tombé à l'eau parce que le ministère de la Santé ne voudrait pas avoir de CPE dans un C3S. J'ai dit, non, attendez une minute, ça ne peut pas marcher de même, là. Fait que je suis allée rencontrer le C3S avec la direction de la garderie La Belle Journée, le CPE de Chandler, parce que c'est un travail qui a été fait en collaboration. Puis, il y a 29 places qui, déjà l'an dernier, a été allouée au C3S par le ministère de la Famille. Il y a une étude qui s'est faite en collaboration, le CPE avec le C3S. Ça répond vraiment à un besoin. On parle là, d'une ouverture de 365 jours par année, de 8 heures le matin à minuit le soir, sur 2 chiffres. En même temps, c'est un outil de rétention pour le personnel infirmier. On a beaucoup de jeunes familles qui travaillent au C3S, des jeunes médecins qui sont arrivés aussi, qui ont besoin de ce service-là. Puis, en même temps, c'est que dans d'autres hôpitaux au Québec, dont le CHUL à Québec, il y a un CPE, puis ça fait vraiment partie aussi, quand on parle de la politique familiale. Conciliation, famille-travail. Conciliation, travail-famille, au niveau des entreprises. Ça fait que c'est vraiment les orientations qu'on prend. C'est vraiment un plus. Souvent, on oublie que l'hôpital, ça fonctionne 24/24. Vous avez l'impression d'entrevoir un chiffre. Il y a 3 chiffres, hein? Exactement. Et puis, lorsqu'on a à travailler à des heures qui ne sont pas nécessairement dites traditionnelles, ça devient tout un casse-tête de pouvoir savoir où les enfants vont être pendant cette période-là. Ça peut devenir très intéressant pour attirer de la nouvelle clientèle de travailleurs. Puis, pour le je C3S, vous dirais que moi, pour avoir vécu là, avec des amis qui travaillaient quand on était plus jeunes, hein, parce qu'on a déjà eu des jeunes enfants, puis ça arrive régulièrement que du personnel infirmier se fait appeler à la dernière minute là, pour rentrer travailler. Donc, d'avoir ce service. Les enfants dorment déjà, tu reçois un travail, un téléphone pour aller Puis en travailler. même temps, il y avait aussi dans la beauté de ce projet-là, qui est travaillé en concertation, c'est que le centre hospitalier a un service de cafétéria et aussi un service de buanderie. Donc, le CPE paierait des frais de loyer. Paierait des frais de loyer et s'occuperait du personnel. Et la part de l'hôpital, c'est de dire, bien, nous, on est capable de fournir le service de cafétéria. Fait qu'on parle d'intersectorialité. Moi, je trouve, comme travail de collaboration avec des partenaires dans le milieu, on ne peut qu'encourager des projets de ce type-là. Donc, on a remis le projet sur les rails, puis il y a eu des rencontres qui ont été faites là, auprès des instances au niveau des députés. Puis là, je m'attends vraiment à avoir des nouvelles sous peu. Puis je voudrais, parce qu'on est en train de faire, le C3S est en train de faire les plans pour la construction du service externe de gériatrie ambulatoire. Puis on pourrait inclure l'espace, une partie de l'espace dans ce plan-là.
Ben voilà, un excellent Donc, projet. on va pousser très fort Oui. avant élection, si élection il y a, pour avoir le OK, là, pour que le projet chemine le plus vite possible. Et d'autant plus que ça gravite quand même autour de certaines annonces qu'on vient d'avoir. On parle à Grande-Rivière d'une vingtaine de places de plus. Ça va bien. C'est de la création d'emplois. On parle tout à surtout fait. qu'on a les places en CPE. Là. Les C'est 29 ça. places, ils sont allouées, là, on les a. Là. Ça fait qu'il suffit là, d'avoir les technicalités. Là. Fait que quand on fait affaire avec les bonnes personnes, ben Ça chemine bien. ça chemine bien. Autre dossier maintenant, en ce qui concerne l'atelier Actibec, ça va bien. Oui, Atelier Actibec, je tiens vraiment à le dire, on a cette année, vous savez que les ateliers Actibec, c'est le seul centre de travail adapté à l'est de Rimouski. On parle là, de plus de 70 emplois. On parle d'un budget là, de pratiquement 1,2 million. Les gens, souvent, ils sont pas toujours conscients là, des sous et de ce que ça crée là, dans le milieu. Et puis moi, je tiens vraiment là, à féliciter. Il y a eu un nouveau président qui a été élu. Il y avait M. Jean-Paul Leblanc qui a été président pendant plus d'une dizaine d'années, puis qui a tenu avec le conseil d'administration à bout de bras là, l'entreprise qui, depuis, je vous dirais, 2 ans, a maintenant là, des surplus budgétaires. Donc, félicitations là, à toute l'équipe qui est en place. Puis Donc, on a atteint la rentabilité. Là. Oui, on a atteint la rentabilité. On peut créer plusieurs emplois, c'est rentable, donc c'est très bien de le souligner. Oui, c'est ça. Puis, ça fait partie... Avec 70 emplois, je ne le savais pas, on ne s'attend pas à ça. On voit beaucoup de voitures, mais 70 emplois, c'est beaucoup pour notre MRC. Bien, c'est beaucoup d'emplois. C'est des gens qui travaillent, puis c'est des gens qui dépensent dans le milieu. C'est du monde de chez nous. Ça fait qu'on doit être fiers là, on doit être fiers de ce qu'on crée dans nos milieux. Oui, puis c'est des offres d'emploi qui sont quand même spécifiques pour une clientèle particulière. C'est ça. Donc, c'est très, très valorisant pour ces gens-là. Hein? Oui, que ce soit des gens avec que ce soit des handicaps intellectuels, handicaps physiques, qui ont eu des accidentés de la route, ça fait que, tu sais, au lieu d'avoir... Parce qu'avant, là, les gens étaient à la maison, puis c'est comme, ils ne participaient plus là, à la vie là, du milieu. Il n'y avait pas d'interaction avec le milieu. Là, ils deviennent... C'est bon pour l'estime personnelle aussi. Hein? Ben oui, puis la preuve, c'est que ça génère des profits. C'est une clientèle qui est capable de créer une certaine rentabilité au niveau d'un travail spécifique. Oui, puis qui font partie du développement économique de la MRC. Donc, M. Jean-Paul Leblanc pour les 10 dernières années. Il y a un nouveau président maintenant? Oui, qui est M. Michel Dupuis, nouveau président qui a été nommé en décembre. Puis moi aussi, je suis partie du conseil d'administration. Ah oui? Bon. Oui, moi j'assume la vice-présidence. Ah bon? Fait que, mais c'est des dossiers aussi là, que j'ai à cœur là, dans le milieu. Là, puis là aussi, avec les ateliers à Québec, beau travail de collaboration avec la Régie intermunicipale des matières résiduelles. Ça serait quoi le défi à court terme là, pour Actibec? Là? Consolider, continuer sur la même voie? Ah, je vous dirais continuer, consolider au niveau puis peut-être développer des nouveaux créneaux. D'accord. Maintenant, un programme de rénovation, le programme de rénovation et de réparation de la SHQ. Vous allez me donner exactement la signification particulière de ces 3 lettres-là. C'est ça, Société d'habitation du Québec. Puis le pourquoi qu'on veut parler de ça, c'est que d'année en année, là, ça ne va pas bien dans le sens où on semble imputer de l'argent à ce programme-là, qui est un programme très important. Hein? C'est un programme important au niveau de la MRC. C'est des argents qu'on reçoit du gouvernement pour... les gens vont se reconnaître plus quand on parle des programmes Réno-Village, des PRU, programmes d'urgence, des programmes d'adaptation de domicile. Ça fait que ce sont des programmes de la Société d'habitation du Québec qui visent à aider nos gens qui sont plus en difficulté pour pouvoir avoir un entretien là, personne seule qui est seule à entretenir une maison, avec simplement son petit chèque de retraite, là, ça devient un défi de taille de pouvoir non seulement garder la maison en bon état, mais de pouvoir subvenir aux besoins de l'ensemble de la propriété. Là. Exactement. Puis, tu sais, on a une population qui est vieillissante, donc on parle de maintien à domicile. Et on essaie de favoriser ça au maximum, hein, que les gens demeurent le plus longtemps à la maison. Ça coûte moins cher, ça a été prouvé, ça. Les gens, des fois, ils ne comprennent pas ce bout-là. Hein. Oui, c'est vraiment là, puis je vous dirais que ça garde les gens en santé plus longtemps. D'être à domicile, on est toujours mieux dans nos affaires et dans nos choses. Oui.
Mais il faut mettre en place ce qu'il faut Une structure autour qui le permet. pour faciliter la vie des gens. Parce que rester chez toi, rester à son domicile quand le toit coule, ça devient... Là, c'est pas intéressant. Exactement. Ça fait qu'au niveau de ces programmes-là, en 2013, on a reçu, là, il y a eu un grand total de 1,6 million qui ont été là, injectés dans le milieu. Ça fait que ce soit les propriétaires d'habitation, que ce soit nos contracteurs, nos entreprises qui vendent des matériaux de construction, ça fait que c'est de l'argent là, qui est demeuré chez nous. La problématique, c'est que l'an dernier, on avait eu, pour un grand total de pratiquement 2,2 millions. Ça fait qu'on a plus d'un demi-million qu'on n'a pas reçu cette année. Il y a des représentations qui ont été faites de la part, moi, que j'ai fait au niveau de la MRC, parce que depuis un an, le gouvernement a décidé de réévaluer tout le programme. Donc, il y a des secteurs du programme qui ont été gelés. Puis, on n'a pas pu aller chercher là, les argents là, dans ces différents programmes-là. Donc, moi, là, ce que j'espère vraiment, c'est que le gouvernement avance parce que ça fait un an. Puis là, on parle là, des programmes comme le logement là, adapté pour aînés autonomes. Là, on parle de nos plus démunis, des plus démunis, là, C'est ça. qui en ont vraiment besoin. Là. Puis, on n'a pas pu avoir un sou cette année là, dans ce programme-là. L'année passée, on était allé chercher 150 000 là. Ça fait qu'on veut vraiment là, que le gouvernement accouche là, du nouveau programme pour savoir vraiment... Il n'y a pas eu plus d'explications de la part des instances Non, gouvernementales les seules là-dessus. explications qu'on a de la part quand on appelle là, dans les différents bureaux là, de députés, parce que, puis eux aussi là, font leur démarche, c'est les programmes sont à l'étude, les programmes sont à l'étude. Bien là, ça fait au-dessus d'un an que c'est étudié. J'imagine que ça devrait, il faut que ça fasse là, au niveau des études, puis qu'on arrive avec du plus concret là, à ce niveau-là. Et surtout être bien conscient, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau des instances politiques régionales, que sur le moyen, le long terme, c'est payant, ce genre de programme-là. Oui. Et puis qu'on s'adresse... on va rechercher les argents ailleurs, automatiquement. C'est ça, puis qu'on s'adresse à une clientèle qui est plus démunie, Exactement. qui est plus... Puis c'est pas nécessairement cette clientèle-là qui va être capable de faire les revendications. Fait que pour ça que nous, on est là pour revendiquer pour ces personnes-là qui en ont besoin. C'est majeur dans notre milieu. Alors, on a fait à peu près le tour de l'ensemble des sujets qu'on voulait discuter aujourd'hui. Il y en aurait eu d'autres, mais à un certain moment donné, le temps fait en sorte qu'on est obligé quand même de consolider un peu. Oui. Il n'y a pas juste au niveau politique qu'on fait de la consolidation, on en fait aussi au niveau de la gestion des entrevues. Mais comme à l'habitude, nous, on se voit de façon mensuelle, donc c'est rendu une religion sur le canal communautaire, on se voit de façon mensuelle. Et d'une manière ou d'une autre, comme vous me le dites très souvent, si jamais il y a quelque chose d'important qui se passe, Mirko, je vais te téléphoner puis on fera une entrevue spéciale sur le sujet. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on va se revoir en mars pour le bilan mensuel habituel. Et s'il y a des développements importants dans les dossiers qu'on vient de discuter, on va en discuter. S'il y en a des nouveaux, on va discuter des nouveaux aussi. Exactement. Fait un grand plaisir de vous recevoir à l'émission Reflet d'ici au canal communautaire. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup de votre visite et au plaisir de se revoir. À la prochaine. Salut tout le monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours en notre compagnie, Jocelle Cauvier. Bonsoir, Jocelle. Bonsoir. Ça va bien cette semaine? Alors, je crois que tu m'as concocté quelque chose d'assez spécial. C'est ce que tu me disais en préparation d'entrevue. On va parler sculpture aujourd'hui. Exactement. On fait des sculptures assez insolites, inusitées, ou des sculptures aussi, vous allez en voir en Gaspésie. Donc, je vais vous expliquer un petit peu bon, en quoi ça consiste. Donc, je commence avec une série de sculptures qui s'appelle Les Voyageurs. C'est un Français, Bruno Catalano. C'est une série de 10 bronzes à Marseille, donc en France. C'est un hommage aux travailleurs qui sont arrivés sur les quais pour une vie meilleure. Donc, vous allez voir d'autres sculptures. Le jeu d'éclairage est super intéressant sur la photo qu'on vient de voir. Oui. Je pensais que ça faisait partie intégrante de la présentation. Là. Non, mais vraiment. l'angle, oui. D'accord. C'est vraiment très joli. Faut-tu bien en parler? Toujours en parler. Donc, vous voyez toujours le même principe. C'est un concept spécial. Hein? Oui, toujours, il manque une partie de la sculpture.
Donc, ça se poursuit. Ah, c'est assez Ça fascinant. fait là. référence un peu à la photo de la dernière capsule de la personne qui était sur le bord de la plage, là, où on Oui. voyait, hein, ça donnait l'impression de voir à travers. Exactement. Parce que je pense que c'est un peu ça le concept. Hein? Oui, c'est ça. On voit toujours à travers les différents personnages. Donc, Merveilleux. j'aime beaucoup. On continue maintenant avec une sculpture plus humoristique qui s'appelle Sortie de secours. Ah bon? Donc, c'est un sculpteur chinois. Il fait de l'art grotesque. Le taureau représente Wall Street et l'homme Bernard Madoff, donc, qui est un homme qui a floué beaucoup d'investisseurs financiers. Donc, c'est assez particulier comme sculpture. Ça, c'est le résultat du partenariat financier qu'on vient de voir. Hein? Ça image assez bien les gens qui se sont fait avoir par le Bernard Madoff. Un chapeau. Oui, vraiment, là, puis lui, il fait toujours de l'art Souvent, il n'y a grotesque. pas de résultat. Au moins, lui, il a le mérite d'en avoir un. Oui, donc il a vraiment imaginé ça. Donc, c'est très original. Pour moi, ce jeune homme consomme un peu trop de pornographie. C'est possible, C'est parce possible, qu'en hein. plus de ce genre, lui, il se spécialise beaucoup dans les sculptures de cochons. En tout cas, c'est particulier. Donc ensuite, je poursuis avec le sommeur d'étoiles qui est en Lituanie. Vous voyez, ce qui est assez impressionnant, donc la sculpture en haut, en temps normal, et la nuit, c'est un jeune homme qui a fait des graffitis, qui a fait des étoiles. De toute beauté. Wow! Donc, j'imagine la personne s'est promenée là le soir, puis il y a eu cette idée de génie. Bien sûr. On est souvent mécontent des gens qui font des graffitis, mais cette fois-là, c'est merveilleux. Et Donc, souvent, il y a des artistes incroyables qui sont derrière oh oui, ces graffitis. ça pourrait être un sujet d'émission intéressant là, parce qu'il y a des œuvres d'art carrément là, de jeunes personnes. J'en manque. Ensuite, le Grand Rassemblement, ça, c'est peut-être certaines personnes vont le connaître. C'est à Sainte-Flavie, en Gaspésie. Donc, c'est l'œuvre de Marcel Gagnon. C'est 80 statues dans la mer qui sortent en procession. Gaspésie. Oui. Heureusement, de valeur, j'avais jamais vu ça. C'est un endroit magnifique à photographier. Là, j'ai été endroit quelques déjà? fois. C'est à Sainte-Flavie. Sainte-Flavie. Oui. C'est la porte d'entrée de la Gaspésie. C'est vraiment, là, quand on arrive sur la 132, on voit quand même, on voit bien, là, c'est dans la mer. Et C'est assujetti aux éléments. oui, bien, c'était construit en 86, puis chaque sculpture, c'est du béton qui pèse 685 kilos chaque. En 92, il a décidé de rajouter des petits radeaux. Puis la beauté de l'œuvre, justement, c'est que ça change selon les marées, les vagues, Ben oui. selon la position du C'est une soleil. œuvre en perpétuel changement. Oui, toujours. Comme là, on voit un coucher de soleil, selon aussi... Il y en a plusieurs. c'est assez impressionnant, là, Ça quand peut il y a être de la facile à brume. déplacer non plus. Hein? Donc, vous allez voir la même chose à marée haute, là. C'est incroyable. Ben oui. Donc, c'est un endroit vraiment, là, si vous allez dans le coin de Sainte-Flavie, là, à photographier, là, c'est magnifique. C'est jamais la même chose. De toute beauté. Donc, une œuvre vraiment impressionnante. Puis, donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, lui, c'était une œuvre pour la liberté de l'homme. C'est ce que ça signifie, cette espèce de procession de gens qui vont dans la mer. C'est la liberté humaine qu'il voulait symboliser. Puis quel plus beau. On ne peut trouver plus beau symbole de liberté que l'immensité de la mer. Hein? Voilà. Et puis, c'est le genre d'œuvre qu'on se dirait, on verrait ailleurs, on se dirait, oh mon Dieu, j'aimerais voir ça, mais c'est ici, c'est en Gaspésie, c'est assez accessible. Ensuite, une autre sculpture intéressante, Onde sonore. C'est un Coréen. C'est des vinyles fondus. En fait, qu'est-ce que ça symbolise? C'est qu'à chaque fois que la technologie change, ça vient balayer les anciennes technologies comme une vague, comme un raz-de-marée. Donc, Et tout aussi populaire que cette technologie-là a pu être, souvent, on ne s'attendrait pas à ce qu'elle puisse être balayée par une autre technologie. Et l'histoire nous apprend que c'est le cas à plusieurs reprises. oui, dans le domaine La petite technologique. cassette est arrivée après. Là, on se dit, hey, la petite cassette, c'est quelque Ça chose. va rester, la petite cassette. Là, Apple est arrivé avec son iPod, complètement changé. On avait des gros lecteurs CD, là, un CD Ben qui oui. joue 10 tunes, on se promenait avec ça. Puis Ouais, puis maintenant, on un était hot, iPod, là. Dieu sait que t'en mets des chansons là-dedans. 3-4 000 tonnes, puis sans compter. Tu marchais avec le lecteur, les jeunes n'ont pas connu ça, tu marchais avec le lecteur CD, puis ça sautait à chaque fois que tu marchais. Oui. C'est Et pourtant, il y ça. en avait qui faisaient du jogging avec ça. Je ne sais pas comment ce qu'ils faisaient, mon gars. Ensuite, je poursuis avec une œuvre d'un Québécois qui s'appelle Trou Noir, Michel de Brouin. C'est 72 chaises. Qu'est-ce que ça symbolise? C'est une conversation qui tourne au vide. Donc, c'est assez original comme œuvre.
Ils devraient mettre les chaises comme ça, l'Assemblée nationale, hein? Ça, Qu'est-ce que je viens de dire là? j'aime ton concept. Ah, Veux-tu dire que ça tourne au vide parfois les conversations? je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, hein? Je m'oppose parce que je suis dans l'opposition, puis je prêche parce que j'ai le pouvoir. Monsieur le Président, Ouais. c'est ça. Même si ça a de l'allure, je suis obligé de m'opposer, je suis dans l'opposition. Ben oui, il faut que tu t'opposes. Oui, C'est ton sans rôle. ça, si t'es pas dans l'opposition. Hein? Ça serait vraiment plate que le chef de l'opposition dise à la première ministre, vous avez entièrement raison. J'abonde dans votre sens. Vous verrez pas ça. J'ai jamais vu ça. Impossible, ils sont dans l'opposition. Même si c'est vrai, ils ne peuvent pas le dire. Ils vont le c'est reformuler tabou. en leurs mots. C'est tabou, ça, dire à quelqu'un qui a raison quand on est dans l'opposition. C'est tabou. Ben, même dans la société en général, c'est assez dur de dire aux gens, oui, tu as raison. Et plus souvent, plus il y a de gens qui vont se rajouter dans la salle, plus les propos vont devenir complètement vides. Vide, comme l'ensemble de chaises. C'était une petite parenthèse. Oui, très intéressante d'ailleurs. Ensuite, j'enchaîne avec des sculptures suspendues. C'est Damien Ortega, un Mexicain. Puis lui, son art, il parle de la société de consommation. C'est des outils qu'on voit. On va voir d'autres œuvres. Et ça donne vraiment une perspective spéciale. C'est impressionnant, hein? C'est vraiment, encore une fois, des outils. Moi, je viens d'écouter le film Ender Games, là. Stratégie Ender. Oui, C'était spécial, puis il y avait des images qui ressemblaient un peu à ça. ben oui, c'est la perspective, c'est vraiment intéressant. Vous allez voir d'autres œuvres qu'il fait avec des voitures aussi. C'est assez impressionnant. Oh, non, ça, c'est pas ça. Et voilà. On devine. Donc, je trouve ça intéressant, sa forme d'art, parce que c'est assez original. Et ça, c'est vraiment joli. Moi, j'aime beaucoup. Ben oui. Vous allez voir une autre variante. Ah. Donc, c'est un artiste assez original. Une façon différente de voir des Transformers. Hein? Voilà. On voit les morceaux séparés les uns des autres. Fallait y penser. Il fallait y penser. J'enchaîne avec un arbre sonnant et chantant qui n'est pas ça du tout. On va y arriver. Voilà. Donc, ça, c'est en Angleterre. C'est haut de 3 mètres. C'est des tuyaux d'acier galvanisés. Ça avait l'air gigantesque. Là. Je me demandais c'était quoi. Là. Par rapport au Donc, paysage, on dirait quelque chose de beaucoup plus gros que ça. Oui, on dirait que c'est plus grand. Hein. Ça fonctionne avec le vent. Donc, ça produit le son d'une chorale de plusieurs octaves. Ah, oui. Et c'est incroyable. Je vais vous dire, allez voir sur Internet, là, allez voir, excusez l'accent anglais, Singing Ringing Tree. Donc, il y a plusieurs vidéos sur YouTube. Ça vaut vraiment la peine de voir le son. Moi, ça me fait penser à une espèce de... Moi, je trouve ça épeurant comme son, là. Ah, oui. C'est incroyable. Ça donne des frissons. Ouais, je l'avais voir Donc, Singing Ringing Tree, c'est un arbre sonnant et chantant. Allez voir ça, ça vaut vraiment la peine, là. C'est en Angleterre, je ne connaissais pas ça. Donc, j'enchaîne avec le requin d'Eddington. C'est en Angleterre, donc c'est fait en fibre de verre. Ça représente la part du nucléaire. Ça a été inauguré 41 ans après la bombe atomique de Nagasaki. Je l'ai dit, il faut faire attention quand on gigue le poisson à partir de la fenêtre du salon. C'est vraiment impressionnant, là. Moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est qu'il y a des œuvres comme ça un peu partout à travers le monde qu'on ignore l'existence. J'avais jamais vu ça. Et quand tu arrives dans le quartier, tu sais pas, tu dois faire le Tu saut. te poses des questions. Tu fais vraiment ça. Ensuite, on continue avec des sculptures d'ombre. Donc, ce que vous voyez en avant-plan, c'est ce qu'on prend pour reproduire les ombres d'objets différents. Et c'est assez impressionnant. Les artistes qui... Vous voyez, ça a l'air de rien, c'est juste une assiette avec des, je sais pas quoi à l'intérieur, une cuillère, et ça reproduit la planète Terre. Ah oui, les jeux d'éclairage, c'est incroyable, de toute beauté. Encore une fois, souvent on va prendre des déchets, des vieux morceaux de métal. Avec de l'éclairage. Hein. Donc, c'est des gens qui mettent plusieurs heures de travail pour, vous voyez. Ouais. C'est impressionnant. Hein, On se demandait quoi faire avec les scènes noires. Hein? Ah, ben On dit pas avoir d'imagination. Faites-vous des sculptures, puis envoyez-les nous. Et apparemment qu'il y en a beaucoup de scènes noires qui traînent dans les tiroirs des Canadiens. Il y a beaucoup en circulation, oui, je pense encore. Ça se chiffre en plusieurs millions. Voilà. Oui. Ensuite, on enchaîne avec une sculpture assez inusitée. Le pouce de César Baldaccini, c'est un Français. C'est à Paris. Donc, ça mesure 12 mètres, 18 tonnes.
C'est le pouce de l'auteur qui l'a agrandi. Et qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise Jules César qui levait ou abaissait le pouce pour décider du sort des gladiateurs. Donc, ce que tu ne dis pas, c'est que c'est l'endroit idéal pour aller faire du pouce là-bas. Hein? Ben oui, j'avais pas pensé à ça comme ça. Donc, c'est assez impressionnant. Ben, lui, il fait beaucoup de sculptures avec des parties anatomiques, mais celle-là... C'est quelque chose d'avoir vécu à une époque où d'un simple geste, oui. On pouvait décider de vie ou de mort sur... Bien, lui, c'est ce sculpteur-là, ça l'a assez impressionné. C'est une histoire dans son enfance, donc ça l'a vraiment fasciné, impressionné. Donc, il a dédié une sculpture à Jules César. J'enchaîne avec un robinet géant. En Espagne, il y en a vraiment un peu partout dans le monde. Même au Canada, il y en a un aussi sous le même principe. Comment ça fonctionne? C'est un tube transparent au centre du jet d'eau qui fait remonter l'eau. C'est bien de l'expliquer, hein? Oui, bien, j'ai lu l'explication parce que sur le coup, je me disais comment ils font ça. Vient d'où? C'est magique. Donc, il y en a un petit peu partout dans le monde. Bien pensé, hein, l'illusion d'optique est parfaite. Oui, parce que évidemment, avec la façon que l'eau tombe, ça crée une espèce de remous qui cache le tube de plastique au centre. Donc, il fallait penser. Oui. J'enchaîne avec la voici notre fourchette géante. C'est au Missouri. Elle mesure 35 pieds, 11 tonnes. C'est la plus grande fourchette du monde. Wow. Donc, c'est assez... comme une autre de donner un style à un bâtiment qui passait peut-être inaperçu. On met une fourchette en avant. Ben oui. On va mettre la plus grosse. À un moment donné, voilà, c'est fait. On voulait la mettre comme sur le bord de l'autoroute, mais on s'est dit que le monde allait prendre le champ avec... C'est assez impressionnant. Ou se stationner pour chercher le restaurant. Ou c'est ça, les gens... C'était mentionné dans le texte qu'on ne voulait pas la mettre à un endroit que les gens s'arrêtent pour se dire OK, c'est pas du tout un restaurant, c'est un bureau de finance ou je ne sais pas quoi, donc c'est juste original. Ensuite, une statue assez inusitée, c'est la statue de Charles de Trobe. C'est en Australie, c'est un lieutenant-gouverneur. Pourquoi on a mis ça devant l'université? C'était pour symboliser que c'était important de faire tourner les idées dans sa tête, donc de réfléchir. Donc, c'est pas une reprise du concept de Vidéotron du gérant qui tombe sur la tête pour faire un forfait qui n'a pas d'allure, là? Non, je pense pas. C'est As-tu pris la pub dernièrement? Là, il est en train de pelleter la neige sur le toit, puis il tombe sur la tête. Puis... J'ai pas vu ça. Chapeau, c'est un beau concept de pub. Ah ben je vais porter attention. Peut-être inspiré de là, on ne sait pas. Ah, peut-être. Je suis persuadé qu'à toutes les semaines, Vidéotron écoute les capsules divertissement du canal communautaire à Grande-Rivière. On va donner des idées à plein de gens. J'en suis persuadé. Une autre statue assez inusitée. Là, c'est une même auteur que tantôt, ça? Non, c'est un autre auteur et c'est un popsicle qui est en train de fondre en forme de vache. OK. Donc ça se trouve en Hongrie. Bon. Et sur le coup, je me suis dit, non, c'est un montage, mais non, c'est vraiment une sculpture. Parce qu'on fait une espèce de, pas un festival par rapport aux vaches. C'est de l'art. Et c'est de l'art. C'est assez... Avec un grand art. Exactement. Là, j'enchaîne avec la Belgique. Je vais essayer de le prononcer. Ça s'appelle Varkapon. Donc, c'est évidemment un policier qui se fait prendre par un malfaiteur caché. Et je trouvais ça assez drôle comme sculpture. Oui. Donc, il y a des gens qui ont quand même beaucoup d'imagination. Ensuite, comprendre le pourquoi de l'emplacement, tout ça, ça n'avait pas été mentionné, non? Non, j'ai essayé de trouver la signification. Ouais. On disait que c'est une sculpture humoristique, mais j'ai pas vu plus que ça. Ils disent que c'est humoristique. Oui, le but, c'est humoristique. Ça fait référence à l'humour, j'imagine. Voilà. Puis maintenant, on se déplace aux États-Unis. En fait, en Caroline du Nord, c'est une sculpture de 14 tonnes, faite de miroirs. C'est des bandes d'acier inoxydable qui bougent, qui tournent. Et vous allez voir que ça peut faire différentes formes. Voilà. Donc, c'est assez impressionnant comme concept. Cool. C'est vraiment très, très joli. Oui. Et voilà la nuit, à quoi ça ressemble. C'est spécial. Oui. C'est une autre des sculptures que je me dis, oh mon Dieu, j'ai jamais vu ça. C'est qu'il y en a des choses à travers le monde qu'on ne connaît pas. Ben oui. Je termine avec des sculptures en bois de mer. J'adore le bois de mer. Vous allez voir qu'il y a des artistes incroyables. Toute beauté. C'est merveilleux. Celui-là, c'est un artiste américain. Jeffro
ou Ito. Vous allez voir d'autres de ses œuvres. Donc, c'est vraiment très, très joli. Il y a beaucoup de travail là-dedans là, pour... Oui, oui. C'est une de mes préférées, là. De toute beauté. Magnifique. Et vous allez voir ensuite une autre artiste, cette fois une Britannique, Ethel Jansch. Donc, encore une fois, des chevaux. C'est beau. Ça, c'est au Pays de Galles. Et là, encore une fois, un autre artiste, James Doran d'Angleterre, Incroyable. qui fait beaucoup de chevaux aussi. Moi, j'adore. C'est un là. bel animal. Hein. C'est un magnifique animal et en bois de mer, je trouve que, comme vous voyez, ça inspire beaucoup d'artistes et vous voyez, c'est incroyable. Donc souvent, ces animaux-là vont avoir une espèce de structure, des fois d'acier pour tenir, ça peut peser quelques tonnes. Ben oui. Donc c'est assez impressionnant. Ça fait le tour de mes sculptures du monde. C'était vraiment très beau à regarder. Vraiment une superbe belle capsule cette semaine. C'était de toute beauté pour les yeux. Voilà. Alors, la beauté de la chose, comme à l'habitude, c'est qu'il va en avoir un autre la semaine prochaine. Bien sûr. Alors, soyez fidèles au poste dès la semaine prochaine et merci de votre présence à la maison. À la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@hotmail.com ou directement sur notre compte Facebook. Alors, je vous dis merci et à la semaine prochaine.